lyonnais, donc je suis né dans une commune voisine de Montblanc, le 28 janvier 1938. Les souvenirs que j'ai du syndicalisme agricole, c'est quand j'étais encore gamin, dans les années d'après-guerre, où il y avait dans ma commune voisine de Montblanc, où je suis né, là, un syndicat agricole et qui avait donc pour mission de faire des achats en commun pour des graines potagères, fourragères, pour l'approvisionnement en sel pour les animaux et déjà un peu pour les engrais, donc pour améliorer les rendements. Je me suis installé en 62 et j'ai tout de suite adhéré donc au syndicat local à partir de 1963. Ensuite, bien, les années ont passé. Dès ma première année d'adhérent au syndicat local, il y a eu une opération importante qui avait été mise en place au niveau départemental. C'était en janvier 63, oui, la grève des livraisons de viande. Et donc, pendant 3 semaines, je crois, il n'y avait eu pratiquement aucune livraison de porc ni de bovins. Et je me souviens, en ce qui me concerne, j'avais des cochons gras, comme on disait, qui étaient prêts à abattre, donc. Et je ne les ai pas mis en vente pendant la grève, bien sûr, même si j'avais été sollicité par mon acheteur habituel qui m'en donnait 3 euros, à l'époque c'était en francs, pardon, 3 francs 0,5 le kilo. Je ne les ai pas livrés pendant la grève et à la sortie de la grève, il est venu me les acheter, mais ce n'était plus que 2 francs 50. Donc vous voyez que en tout début de carrière, j'ai eu à participer activement et financièrement à la lutte syndicale de notre métier. Moi, je n'avais aucune formation professionnelle puisque les gens de ma génération, les ruraux de ma génération, si vous voulez, dans 90% des cas, aussitôt passé le certificat d'études, on partait gagner notre vie. Bon, je savais me servir des outils manuels qui existaient à l'époque avec lesquels on faisait 90% du travail. Et donc, quand j'ai voulu m'installer, le Crédit Agricole qui nous prêtait en anciens francs, donc c'était 1 200 000, il fallait avoir un certificat de formation agricole. Et en ce qui me concerne, moi je suis allé au cours du soir à Charolles pendant tout l'hiver pour passer mon BA, brevet d'aptitude professionnelle. Ensuite, côté formation, j'ai tout de suite adhéré aussi au GVA cantonal, donc le groupement de vulgarisation agricole cantonal, et auquel j'ai appris beaucoup, puisqu'on nous expliquait, c'était le moment de la révolution fourragère, c'était le moment de l'emploi des engrais, notamment de l'ammonitrate sur les blés, et comme le résultat était le plus souvent spectaculaire, quand on passait de 0 unité d'azote à 40 ou 50, ça se voyait tout de suite, on repérait dans la commune les champs qui avaient été, où il avait été apporté de l'engrais, ou ceux où il n'y en avait pas eu d'apporté. Donc là, ça a été une formation très importante pour moi, en tout cas. Donc ces GVA, moi j'en ai gardé un très bon souvenir. Les réunions avaient lieu au niveau cantonal, et je me souviens qu'à Vérove, là, on se réunissait souvent dans un café qui n'existait plus, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était le café de la gare. Et les réunions, la salle était toujours archi pleine, le patron du restaurant, du bistrot, rapportait des chaises, on en mettait partout, et puis on commandait force pot de rouge, et la soirée se poursuivait jusqu'à 2-3 heures du matin, parce que quand l'animateur, le technicien avait fini son ordre du jour, il y avait une multitude de questions qui arrivaient de partout et auxquelles il était tenu de répondre. Enfin tenu, bien sûr, il répondait volontiers d'ailleurs. Et c'était vraiment un milieu d'émulation entre tous les agriculteurs du canton. C'était des réunions très sympathiques. L'application de la TVA en agriculture, c'était en 68, donc. Il suffisait de déclarer l'ensemble de ses ventes et sur lesquelles on percevait un remboursement forfaitaire. Mais là aussi, ça a été une évolution importante. Et pour notre syndicalisme, ça a été hyper important parce que ça a permis... par la création du service fiscal, je ne sais plus comment ça s'appelait au début, c'était pas ce nom-là, du service fiscal à la Fédé, donc on a récupéré à ce moment-là des adhérents qui ne venaient pas avant, parce qu'ils étaient demandeurs, ils avaient besoin de ce conseil pour l'établissement de leur déclaration TVA. La mise en place des retraites agricoles en 1952, moi en 1952, je venais de passer mon certificat d'études, j'étais salarié chez une tante qui était veuve. Et on parlait donc dans cette année 62 là de la mise en place des retraites. Les anciens agriculteurs ne comprenaient pas très bien
Et je me souviens d'une anecdote, donc, ma tante chez qui je travaillais avait un voisin de la même génération qu'elle, du même âge je crois même, et quand je les entendais parler tous les deux, je me souviens d'une réflexion du voisin disant, mais en patois bien sûr, mais tu crois qu'ils vont nous donner des sous sans rien faire? Et puis ma tante n'y croyait pas bien sûr, comme la plupart des gens ne croyaient pas qu'on pouvait comme ça percevoir de l'argent sans avoir fourni quoi que ce soit en contrepartie. Et puis, ma foi, bon, ils avaient fait des dossiers qui étaient bien sûr très simplifiés autrefois. Il y avait dans chaque commune à l'époque un délégué mutualité sociale agricole qui était pas forcément agriculteur, mais qui était chargé de collecter les cotisations, notamment pour les ouvriers agricoles, et puis de faire des dossiers retraite. Mais le dossier retraite, à l'époque, c'était une feuille recto-verso, hein, c'était pas ce que c'est maintenant. Et j'ai le souvenir précis, moi, du premier versement de cette retraite, dans l'été 52, hein, le facteur à l'époque, c'était le facteur qui payait les retraites. Je vois toujours arriver à la maison, poser son sac volumineux sur la table de la cuisine, en sortir un portefeuille presque aussi volumineux attaché avec une chaîne, et il a ouvert le portefeuille et il a aligné les billets sur la table. À partir des années 70, 75, 80, là, il y a eu pas mal de créations de CUMA dans notre région, là, parce que c'était consécutif aussi, c'était initié par le syndicalisme, hein, c'était d'ailleurs souvent le président de syndicat qui prenait l'initiative. Donc toujours dans la foulée, si vous voulez, de ce qu'on apprenait dans les GVA et puis de ce que nous enseignait le syndicalisme, le problème qui se posait dans les exploitations, c'est de pouvoir avoir du matériel adéquat donc pour faire face à cette augmentation de production avec les techniques nouvelles. Et bon, tout de suite, ça s'est souvent fait à l'initiative du président de syndicat local. On a créé des CUMA. Et on a créé des CUMA d'abord pour acheter des charrues, des faucheuses, des tracteurs pour labourer, des machines pour faire les rigoles, pour enfoncer les pieux, etc. Et puis on est passé ensuite aux faucheuses déjà plus importantes et à la moissonneuse-batteuse. On a contacté tous les agriculteurs de la commune, voire des communes voisines, pour rassembler suffisamment d'hectares et acheter une moissonneuse-batteuse d'occasion. Donc cette CUMA, elle existe toujours, elle fonctionne toujours. Et dans le même temps, toujours à l'initiative du syndicalisme, se sont créés les premiers services de remplacement, c'était dans les années 70-75. Nous, là sur le canton de Saint-Bonnet-de-Joux, il a été créé, je crois, en 73. D'abord, il couvrait l'ensemble du canton, donc. Et puis, par la suite, on s'est raccordé avec le canton de la Guiche, et encore par la suite, on y a rajouté. Le canton de Mont-Saint-Vincent nous a rejoints. C'est-à-dire que le service fonctionne toujours aujourd'hui sur les 3 cantons, avec plusieurs. Il doit y avoir 4 ou 5 employés permanents, plus des intérimaires quand il le faut, quand il y a des accidents. Mais au départ, c'était pas facile à gérer. Il a fallu aussi de la bonne volonté et du désintéressement des responsables syndicaux, parce que on avait donc embauché, nous, un salarié à temps plein. Et c'est encore pareil, il y avait encore beaucoup de monde dans les campagnes, les besoins de main-d'œuvre n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et quand, pendant la mauvaise saison, on avait souvent du mal à caser cet ouvrier qu'on avait à plein temps. Et la consigne était que chaque président de syndicat devait se débrouiller le week-end pour trouver du travail pour l'employé du service de remplacement pendant la semaine suivante s'il était d'astreinte, puisque c'était un tour de rôle par commune. Et ça posait des problèmes parce qu'il fallait téléphoner aux adhérents, même en plein hiver, dire bon ben écoute, il faut que tu prennes l'employé parce qu'on n'a rien d'autre à lui faire faire. Et il appartenait à chacun donc, de s'organiser pour pouvoir prendre l'employé. On avait au départ donc un engagement qui stipulait qu'on devait pouvoir l'utiliser en contrainte, si l'on veut, un certain nombre de jours, 2 ou 3 jours par an, je crois, et on était obligé de le prendre. Alors c'était une tâche qui n'était pas très agréable pour le président de syndicat, quand le samedi soir ou le dimanche soir, il fallait téléphoner à l'adhérent pour lui dire, eh ben, je t'envoie le service de remplacement tel jour, ma foi, c'était pas toujours facile. Bon, nous, on travaillait avec mon épouse tous les deux sur l'exploitation, on avait des laitières. Et quand je partais tôt le matin, moi, et que je rentrais tard le soir, eh bien, il est évident que le travail reposait tout sur les épaules de la maîtresse de maison, si l'on peut dire, qui devait assurer la vie de la famille, mais aussi le travail de l'exploitation.
ça se passait pas toujours très bien, hein. Je me souviens de quelques retours de manifestations où bon, ben, la génisse n'avait pas pu faire le beau. Ou, ben, je m'en souviens d'une, encore une anecdote si vous voulez, en 1979 je crois. Giscard d'Estaing, qui était président de la République, était venu à Autun et il avait été décidé d'aller essayer de l'approcher là-bas. On n'a pas pu l'approcher bien sûr parce que les CRS nous ont arrêtés avant, mais c'était, je crois, le dernier jour ouvrable d'octobre, c'était un vendredi. Et on avait donc à l'époque, nous, là sur notre exploitation, on faisait des betteraves fourragères pour nos laitières. Et je suis parti à cette manifestation pour la journée avec le casse-croûte. Il restait 3 ou 4 morques de betteraves fourragères qui n'étaient pas arrachées. Et malheureusement, il y a eu un changement brutal de temps entre le 30 octobre et le 1er novembre. Il s'est mis à geler d'un seul coup, c'était le dimanche. Et le lundi matin, mes betteraves étaient gelées. Donc elles n'ont pas été complètement fichues, mais il a fallu les faire consommer de suite. Et quand il nous arrivait dans nos campagnes ce genre de mésaventures, on était souvent sujet au colibé des voisins non syndiqués qui disaient « Ah, ben il est tout le temps parti à la manif, c'est bien fait pour sa figure ». Enfin, toute ma carrière, moi, c'est du syndicalisme qu'est partie l'évolution de l'agriculture. Hein, que ce soit. Je me présente Michel Duvernois, je suis le directeur de la coopérative Bourgogne du Sud. En 1886, un premier syndicat a été constitué à Beaune par les viticulteurs. Ces syndicats se sont développés, puis ont amené à la constitution d'une coopérative céréalière en 1930, la première coopérative céréalière constituée d'ailleurs. L'évolution ultérieure a été marquée par un accompagnement de la diminution du nombre d'exploitations agricoles, de l'augmentation de la taille de ces exploitations. On a eu une véritable révolution, on peut le dire, en 1992. Avec l'apparition des aides, PAC, lesquelles aides, après, ont évolué pour être mises régulièrement en question. Tout ça entraînant encore une augmentation de la surface des exploitations agricoles, et puis entraînant également la concentration de leurs organisations, avec le regroupement de coopératives, des fusions successives, qui ont eu lieu en 1991, 94, 99 pour notre cas, et 2006 pour arriver à la constitution de Bourgogne du Sud. Une autre rupture qui est arrivée en 2007, avec la prise de conscience que les matières premières pouvaient être une ressource rare et non facilement mobilisable, avec le développement d'accidents climatiques qui depuis n'ont fait que s'amplifier en 2010, en 2012, donc tout récemment, nous avons pris conscience que les produits agricoles étaient certes peut-être abondants en Europe de l'Ouest, mais ce n'était pas du tout le cas sur la planète. Dans un contexte de mondialisation, tout ça a entraîné une hausse, une variation des cours qui pouvait être très rapide, en tout cas qui a eu de nombreuses conséquences sur l'évolution de nos métiers. Il faut noter l'importance croissante des questions environnementales et de l'importance pour les exploitations agricoles et leurs organismes de répondre aux attentes de nos concitoyens. Cela est compatible avec nos évolutions en matière de développement agricole et de recherche de solutions adaptées aux attentes et permettant de favoriser ce que l'on appelle l'agriculture durable. Autre élément important a été mis en évidence lors de la tentative de création d'un parc national dans notre zone d'activité dans la basse vallée du Doubs. Et à cette occasion-là, nous avons pu réaliser combien la société était attentive ou était prête à être solidaire avec le monde agricole, puisque nous avons en quelques semaines réussi à mobiliser beaucoup de nos concitoyens autour d'un projet qui n'était pas du tout adapté à notre contexte régional. L'association Agathe, qui a été créée à cette époque-ci, a pu rassembler des agriculteurs, des chasseurs, des rurbains, des salariés, des chefs d'entreprise. Et nous avons mesuré combien l'image de l'agriculture pouvait être vectrice de discussions, de bons débats, et nous avons noté une connivence très nette entre nous et les autres secteurs d'activité, ce qui, à mon avis, devrait nous permettre de rebondir d'ailleurs sur d'autres sujets. Je voudrais dire également qu'à cette occasion-là, dans Agathe, on a pu asseoir autour de la table les organisations économiques, les organisations professionnelles, les chambres d'agriculture, plus les autres secteurs d'activité.
on a réalisé à ce moment-là combien nous avions une force importante ou des moyens importants à mobiliser quand nous mettions en commun l'impact économique avec l'impact syndical et l'impact administratif ou organisationnel autour des chambres. En cette fin 2012, ou peut-être en ce début 2013, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est de l'intérêt de ce secteur d'activité qu'est l'agriculture. Moi, je suis convaincu que d'énormes challenges vont être relevés par nos professions d'agriculteurs, de collecteurs, de transformateurs. Nous avons devant nous des besoins immenses. Nous avons des enjeux énormes à relever, aussi bien climatiques qu'économiques. Et le dynamisme de notre milieu agricole, que je compare souvent à la lourdeur qu'on peut rencontrer dans l'industrie, avec des procédés qui sont souvent figés et des changements très difficiles à faire passer, font que moi, personnellement, je suis très optimiste pour l'avenir. Et je serai d'autant plus optimiste que je vois arriver une nouvelle génération d'agriculteurs qui sont mieux formés, qui sont plus curieux, et qui, je l'espère en tout cas, peuvent aller voir ailleurs comment les choses se passent, peuvent s'enrichir d'expériences qui sont peut-être un peu loin, mais toujours complémentaires de ce que l'on peut faire dans notre belle région. La réactivité du monde agricole fait que les crises peuvent être transformées en challenges réussis, en enjeux à relever. Et j'ai plusieurs exemples en tête, que ce soit sur le métier de l'élevage, le métier des céréales, de la viticulture. La facilité avec laquelle les gens peuvent se rencontrer, échanger et décider de ressortir par le haut est quand même une des grandes caractéristiques de notre profession. C'est pour ça que je reste très optimiste sur ce que nous ferons dans les années à venir. Didier Giraud, je me suis installé en 97 sur cette exploitation, orcade familiale, dans un gang de 3 associés. Rapidement, j'ai été au syndicalisme, donc au CCJA de Palinges. Derrière ça, école de responsable régional. 2 ans après, puisque je fais un mandat juste au CCJA, 2 ans après, je me retrouve vice-président du département, responsable d'installation. Et c'était pour moi quelque chose de très logique. Là, nous, on était une génération de orcades qui allions assidûment au groupe installation parce que voilà, c'était aussi l'aide à notre installation. Pour moi, c'était complètement naturel de me réimpliquer au JA. C'était une forme de renvoyer l'ascenseur et je l'ai toujours vécu comme ça. De dire sans les JA, je ne me serais pas installé. Et à ce moment-là qu'arrive la crise de la vache folle. Et là, on a fait un autre mode de syndicalisme. Pendant 26 semaines, il ne sort pas une bête de l'exploitation. Donc installé depuis 3 ans. Comme tous les gens de l'époque, les comptes dans le rouge. Un formidable élan JA. Parce que les premières manifs sont parties que JA. Et là, s'embrayer les actions et on est parti pendant 6 mois, au moins une nuit par semaine, quoi. C'est à la fois un moment très dur économiquement, un temps très structurant humainement entre les gens. C'est ces moments-là qui nous ont rapprochés, qui nous ont soudés. Arrive 2004 et je prends la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté. J'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai fait le tour de la France et je me suis fait des amis dans toute la France. Voilà, ça a l'air anodin quand t'es JA, quand t'es dedans, mais quand t'es parti de 13 jours de ton exploitation, que tu rentres pas pendant 13 jours pour faire une finale régionale dans ton canton, c'est dur sur l'instant, mais t'acquiers une expérience à la fois de gestion économique et de gestion humaine, parce que tu gères une équipe qui sont mieux que 10 ans d'école, quoi. Avec William Villeneuve qui allait devenir président, on avait fait le constat depuis très longtemps qu'on n'existait pas médiatiquement. Ça fait maintenant 4 ans, en septembre, que je vais à RMC alors faire une émission en direct qui traite des sujets d'actualité, mais qui surtout prolonge mon action syndicale, parce que un paysan qui cause d'égal à égal avec un ministre, avec un député autour de la table, c'est aussi une façon de faire exister la ruralité, de faire exister ce qu'on a toujours défendu à JA, les valeurs du terroir et du territoire. Ce qu'on m'a surtout demandé, c'est de ne pas avoir un avis d'expert.
et d'être le paysan qui réagit avec ses mots de paysan, qui ramène du bon sens un peu rural sur des décisions administratives, sur des projets de loi, sur ces choses-là. Et je pense que c'est une valeur qu'on a dans le monde agricole qu'il ne faudra pas qu'on perde, c'est d'avoir les pieds sur terre. On sait bien qu'on ne refera pas les manifs de 92 quand c'est décrété la PAC où tu brayes une ville comme Nevers, où tu casses tout et il reste rien debout derrière le passage des paysans, mettre 20, 30 ou 40 000 paysans pour casser une ville, on sera plus capable de le faire demain. Les leaders d'opinion, que sont la presse, écrite, parlée, sonore, lue et télévisuelle, il y a tous les gens qui travaillent au conseil des preneurs de décision, qui sont tout ce qu'il peut y avoir dans les cabinets ministériels. C'est des gens, tu connais pas leur nom, mais ces gens-là, si t'en croises un de temps en temps, et puis qu'ils t'appellent par ton prénom, et puis qu'ils s'intéressent à tes problèmes, et puis à un moment donné, on arrive à se comprendre, et il y a peut-être des décisions qui prendront plus comme ils les prennent aujourd'hui. C'est des choses qu'on avait perdues, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, toute la communication autour du produit. Il y a beaucoup de gens qui nous jugent mal par méconnaissance. Demain, quoi qu'il arrive, il y aura quand même et toujours besoin de gens qui s'engagent, de gens qui mouillent leur chemise pour les autres. Et je pense que ça serait une vraie erreur et une catastrophe d'arriver vers d'autres types de syndicats que je côtoie à l'émission, que sont les syndicats ouvriers où les gens sont des permanents, quoi. Aujourd'hui que j'ai un peu de recul, je passe 4 ans formidables, avec des problèmes comme tous les responsables syndicaux qui l'ont fait, à la fois des problèmes de gestion sur l'exploitation, de gestion à la famille, enfin le triptyque à gérer, quoi, exploitation, syndicalisme, famille. Je suis Sandrine Meunier, j'ai 35 ans. Je suis maman de 2 enfants qui ont aujourd'hui 11 ans et demi et 10 ans. Je suis installée depuis une douzaine d'années. D'abord avec un atelier caprin et ensuite aux côtés d'un atelier bovin, et pour aujourd'hui n'avoir plus que des bovins. Donc je suis en EARL avec mon mari. Mon engagement syndical a commencé au niveau cantonal. J'ai d'abord été simple adhérent chez JA et ensuite j'ai géré la trésorerie de mon canton. J'allais régulièrement en AG où j'ai appris à exprimer un peu mes idées. J'avais l'habitude de prendre part aux discussions et donc c'est ce qui fait que je suis arrivée administrateur au département. Donc j'étais administrateur pendant 2 ans chez JA. Ça m'a permis d'échanger avec d'autres personnes qui ont le même métier que moi. J'ai adhéré en premier lieu au canton parce que en fait c'est un collègue du canton qui était président et qui se chargeait un petit peu de faire la prospection sur le canton des jeunes qui s'installaient, et donc mon mari et moi étions installés tous les deux, donc il tenait particulièrement à nous avoir au canton parce qu'un couple d'agriculteurs aujourd'hui c'est relativement rare, donc il tenait à nous avoir tous les deux et puis ça a démarré comme ça, quoi. En fait il y a une bonne ambiance au canton, le fait que on échange entre agriculteurs sur les mêmes problèmes, sur les mêmes joies, je dirais, parce qu'on n'échange pas que sur nos problèmes, on échange aussi sur les bons moments de notre métier. Et c'est vrai que quelque part, moi étant une femme au milieu de beaucoup d'hommes, fait que je me sentais bien au milieu de ces agriculteurs-là, quoi. D'adhérer au canton fait que je ne suis pas toute seule au canton de Monceny à être agricultrice. Aujourd'hui, j'ai 2 collègues agricultrices, donc c'est vrai que c'est agréable, on peut aussi se retrouver et échanger ensemble, quoi. Les combats syndicaux de JA, ce serait quand même la défense des prébonifiés, parce que c'est quand même le nerf de la guerre pour l'installation de JA. Après, d'un point de vue plus personnel, et je pense que c'est un acquis syndical qui est très fort pour nous, la gente féminine, c'est quand même le congé maternité. Il y a un acquis que nos aînés ont défendu, qui existe depuis 1977, qui évolue parce qu'on se bat pour qu'il évolue, au même rythme que celui des salariés. Donc aujourd'hui, on bénéficie d'un bon nombre de jours pour être remplacé pour la maternité. J'en ai bénéficié quand j'ai eu mes enfants. C'est vrai que ça, c'est un réel acquis qui est très très important pour la gente féminine. Comme je suis devenue administrateur chez JA, donc j'ai eu l'occasion de participer à quelques formations qui m'ont été proposées et j'en suis ravie parce qu'on apprend tout au long de notre vie, donc se former c'est très très important et
Et donc j'ai notamment fait quelques formations, une qui était une formation de communication qui m'a appris à être plus à l'aise dans un groupe, plus à l'aise pour prendre la parole. J'ai aussi récemment suivi une formation qui s'appelle Synergie avec la Chambre d'agriculture, qui elle m'a permis de découvrir d'autres horizons, d'autres personnes, des gens qui exercent le même métier que moi mais dans d'autres secteurs d'activité, qui finalement ont les mêmes problèmes que moi, enfin, les mêmes soucis que moi de gestion, au niveau du travail, d'emploi du temps, de choses comme ça. C'est vrai que c'est... Et puis ça nous a donné l'occasion d'aller jusqu'à Bruxelles, aller voir ce qui se passait à la Commission européenne, aller voir comment c'était régi, organisé. Et c'est toujours important de voir l'envers du décor pour gérer un petit peu son métier. Ça permet de prendre un peu de hauteur et de recul par rapport à ce qu'on fait tous les jours dans sa cour de ferme. La formation que je viens de faire m'a permis d'ouvrir un peu mon esprit et puis je pense que c'est bien de prendre les formations, mais c'est bien aussi de remettre ça au bénéfice du syndicalisme, quoi. Bon allez, qu'est-ce qu'il y a au courrier? Des factures, de la pub, ouais allez, on verra ça plus tard. L'exploitant, ouais bon on verra tout à l'heure, ça va le temps qu'il fait. Puis ça c'est quoi? Élection chambre, qu'est-ce qu'il me raconte? Élection chambre d'agriculture, matériel de vote. Ouais bah écoute, ça je m'en fous, je suis au même baratin, allez c'est bien, on verra plus tard. Bon, là-bas ça marche? Patrimoine, vous allez voulu découvrir le monde agricole. Voilà ce qu'il est aujourd'hui principalement. Ici, c'est un parcours. Il y a 10 ans, ou 15 ans, il y avait une plantation agricole ici, avec 2 paysans en place qui faisaient vivre le tissu rural, les postes, les écoles, etc. Et donc maintenant, c'est donc devenu un parking. Alors, c'est devenu un parking, pourquoi c'est pas resté une exploitation agricole? Suite à une décision de conseil municipal, je vais vous raconter, où il y avait donc l'exploitant en place qui avait son ferme de 80 hectares. Ils ont décidé de faire une ZAC de 60 hectares. Ils ont pris du jour au lendemain les paysans en place. Et donc c'est devenu ce parking. Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort. Donc je déclare cette réunion de conseil municipal ouverte. Je pense qu'aujourd'hui dans l'ordre du jour, une chose très importante et puis qui me tient à cœur, aujourd'hui notre commune est située à 45 minutes de l'autoroute, on est à 2 heures de la gare TGV, donc je pense qu'on est idéalement situé pour arriver à faire une super commune, une commune de 650 habitants, on peut monter au moins à plus de 1000 habitants, mais pour ça il nous faut notre zone industrielle. Toutes les grosses communes en ont une. Chez nous, on n'en a pas. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire une zone industrielle de 60 hectares. Il faut qu'on voie les choses en grand. Si on veut que les entreprises viennent chez nous, il faut qu'on leur mette des moyens à disposition. Alors pour ce projet, je sais que parmi vous, dans la salle, il y a des gens qui ont des propriétés. Il nous faut une 60aine d'hectares. Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens qui se proposent pour laisser... Oui. Ah très très bien, mais moi j'ai quand même 80 hectares en propriété que je loue à un agriculteur lambda. Si on a besoin de 60 hectares pour une zone, il n'y a pas de souci. On ne peut pas récupérer comme ça, je suppose. Écoute, aujourd'hui, avec les suppressions des contrôles de structure, tout ça, on fait un peu ce qu'on veut sur le foncier, ça ne sera pas un problème. S'il faut 60 hectares pour l'avenir de la commune, moi je dis,
ça ira très bien. C'est impeccable. Et ça se situe où sur la commune? Là, il y a le plan là derrière. Bah, écoute, là, on n'est pas très loin du bourg ici, et c'est juste à proximité du bourg. Hein. En plus, voilà, l'agriculteur, non, mais il fera autre chose, hein. C'est pas tellement. De toute façon, si lui reste 20 hectares, il peut faire du circuit court, d'amende directe, il va Non, largement s'en sortir. En plus, je vais te dire, ça tomberait pas plus mal. On pourrait tout lui supprimer d'un coup. Parce que moi, j'ai ma fille qui veut 2 chevaux là, pour Noël. On pourrait une vingtaine d'hectares pour 2 chevaux, comme ça je suis tranquille, ils auront à manger. Ouais, puis ça en va faire quantité. des Puis on a la avec des rivière là en bas pour qu'ils puissent boire. Donc, non, il faut faire un global, il faut faire la zone. Et puis moi, je reprends le reste pour ma fille. Surtout qu'il y a moyen de faire une bonne vente. Ah bah, très bien. Bon, bah, si je comprends bien, tout le monde est d'accord, on acte comme ça, on y va? Oui, d'accord. Ah bah, très bien. Et alors, dans quel timing on ferait cette zone? Oh bah, moi écoute, dans un mois, même pas, la pelleteuse arrive dans 3 semaines, ça serait assez pressé, hein, si on pouvait le faire maintenant, on serait tranquille. Hein. Bah écoute, moi je rentre à la maison, j'appelle l'agriculteur, de toute façon il y a une centaine de vaches sur le terrain, mais il va se débrouiller, il les vendra, et puis voilà. Eh bah d'accord, eh bah parfait. Bon, bah très bien. Et bon, on acte comme ça, c'est bon messieurs? Très bien. Eh bah très bien. Bon bah je vous remercie. Mais ça s'est toujours passé comme ça? Eh ben non, c'est pas toujours passé comme ça. Avant, il y avait beaucoup de politiques des structures. Il y avait une politique départementale qui aidait à l'installation, qui protégeait bien le fermier en place par le statut du fermage. Il y avait des commissions qui s'appelaient donc CDCEA, pour le commission départementale de consommation d'espèces agricoles, qui était là vraiment veillée, où il y avait des paysans qui siégeaient à cette commission pour vraiment sauvegarder l'espace agricole. Il y avait aussi la commission de gestion de l'espace qui était mise en place, mais suite au bouleversement d'il y a une quinzaine d'années, suite à des élections, tout ça a été remis en cause. Et voilà, maintenant on en arrive à faire des parkings sur les espaces agricoles. Et alors comment les gens font pour s'installer désormais? Maintenant, ça devient vraiment très très difficile. Il y a une quinzaine d'années, il y avait beaucoup de choses qui favorisaient les installations des jeunes. Il y avait donc la DGA, donc une dotation jeune agriculteur, qui pouvait les aider financièrement. Il y avait un pré-GA, donc un taux bonifié, donc c'était une réduction en fait des taux d'intérêt. Et il y avait aussi, bien sûr, mené par les JA, le point info installation, qui était là pour les orienter sur toutes les démarches qu'ils auront à faire. Et tout ça a été malheureusement, c'est tombé à l'eau suite aux dernières élections que je vous ai dit. Et maintenant, les jeunes, du coup, en fait, ils se retrouvent encore actuellement, mais pas du tout dans les mêmes circonstances, pour des réunions de suivi psychologique, où en fait les jeunes se retrouvent pour échanger malheureusement sur leurs problèmes de leur installation. Voilà. Ils peuvent essayer pendant 3-4 fois de s'installer, soit il y a un problème de terrain, soit c'est les banques qui ne les suivent pas, ils n'ont plus de soutien du tout. Bienvenue à notre nouvelle séance du groupe de soutien psychologique des jeunes futurs à s'installer. Donc aujourd'hui nous accueillons Barnabé, nouveau participant. Bonjour Barnabé. Bonjour, je m'appelle Barnabé. Je vous rejoins dans ce groupe de soutien. J'ai 33 ans, ça fait 5 fois que j'essaye de m'installer. Mes parents avaient une exploitation et elle était reprise par la commune, enfin le propriétaire l'a repris pour monter une ZAC. Et aujourd'hui, ça fait 5 fois que je m'ai installé. Il n'y a pas assez de foncier, il est trop cher. Donc voilà, aujourd'hui on ne peut pas trouver de terrain, les banques ne prêtent plus pour s'installer. On ne peut plus faire de lait parce que les outils de transformation sont en Allemagne. Et qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour qu'ils puissent s'installer? Concrètement, il faudrait que ça revienne comme dans l'ancien temps où nos grands-parents, ils avaient les structures, au moins ils pouvaient installer les JA, ça n'allait pas tout à l'agrandissement. Un statut du fermage, comme ça les propriétaires ne reprennent pas tous les terrains quand ils veulent et où ils veulent. Et que les administrations nous partagent les droits à produire sur tout le monde qui les ait. Donc voilà. Ça serait le rêve les gars, ça quand même, faire les comme On va le prendre soutient. par la main. On le soutient Barnabé. Faisons une prière. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. René, un ancien participant qui est là depuis de nombreuses années,
une bonne nouvelle à nous annoncer. Vous le savez tous, j'ai eu un parcours compliqué, 6 tentatives, et là à la 7e, j'ai peut-être une opportunité de enfin pouvoir m'installer grâce à ma commune. Alors, ma commune me propose d'exploiter les accotements de route, ça fait quand même une installation sur 50 arts. Hein. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir doubler l'objectif de production de fourrage, donc techniquement, c'est un dossier qui va tenir la route, quoi. Avec mes 4 moutons, c'est bon. Je pense que je vais arriver à m'en sortir. Bravo. Surtout qu'avec ma femme, on pensait développer les circuits courts, donc c'est parfait. Ah ouais. On est sur une parcelle maintenant réduite en friche. Du fait que la profession était totalement désavouée et que, tant plus présente dans les instances, la PAC, suite à la réforme de la PAC, l'Union européenne a décidé de ne plus aider les zones défavorisées simples. Et du coup, n'étant un terrain plus rentable, actuellement, sans aide européenne, c'est devenu une friche. Mais avant, c'était bien un terrain exploité. Tout au long de la visite, on a vu des champs un peu comme ça, pas cultivés, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que l'exploitant est en attente d'autorisation pour semer, ça peut durer 3-4 ans. Qui c'est qui donne cette autorisation? C'est l'administration. Bon bah allez, on continue. Dossier suivant, donc on a monsieur Duchemin là, qui nous demande pour écorner ses veaux là, sur l'année 2025, savoir qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'on accorde, est-ce qu'on n'accorde pas. Sur combien de veaux? Ouais, une quarantaine. Il a envoyé la liste des numéros d'identification? Ouais, mais il en manque 2 par contre. Alors là, il a dit lesquels seront femelles et mâles. Ouais, c'est tout marqué. On a les mêmes prérogatives en fonction du sexe du veau. Non mais c'est bon, ça oui, c'est bon, il y a tout marqué. D'accord. Il faudra quand même envoyer plus de précision sur les deux montants. nous amène plus de précision sur les naissances. Sur le mode opératoire exactement. Il nous donne les dates des naissances quoi. D'accord, réponds, c'est bon. Et c'est pas le même qui nous a demandé une autorisation pour une césarienne sur une vache il y a 2 semaines. Ah si, il faut qu'on pense à lui répondre, oui ça va. Parce que c'était urgent je crois. Oui, dossier élevage, on n'avait pas d'autres dossiers élevage, il me semblait qu'il y avait une histoire d'horaire de traite. Ah, horaire de traite. Oui, si, quelqu'un qui veut plus traire à 6h le matin, qui voudrait attaquer à 5h30, enfin, c'est un peu compliqué, j'ai pas bien compris pourquoi, se disant qu'il a plus de boulot, c'est un peu bizarre quand même. L'heure de la traite, c'est l'heure de la traite. Déjà 6h, moi je trouve que c'est tôt. Techniquement, pour le bien-être de l'animal, il faut tenir les horaires. Pour les voisins, surtout la machine à traite, je sais pas. Il y a ça aussi. Non, puis c'est peut-être trop perturbant pour les vaches, pour les décoller d'une demi-heure. Comme monsieur devait arriver d'une demi-heure au boulot plus tôt. On avait déjà changé les horaires de traite pour faire une seule traite par jour à midi, ça dérange le moins. Plus tôt. Je misère pour me lever. Donc non, on refuse. Ouais. Bon bah je répondrai. Voilà. Bon écoutez, moi j'ai un dossier sur, donc c'est monsieur Gachat qui doit changer des pièces d'usure sur sa charrue. Une 2 socles je crois, qu'une. Oui, en 2026 il pense qu'elles vont être usées. Donc c'est des pièces adaptables. Donc c'est fait en Chine. Il faut bien savoir, c'est important dans le dossier quand même. Le ministre va pas être content, non, je pense pas qu'on peut accepter ça. Effectivement, mais bon... Enfin, je sais pas trop quoi lui répondre, quoi. Moi je lui ai dit qu'il aurait une réponse sous 2 ans, de toute façon, ça c'était clair et net, mais je sais pas si moi je crois qu'il faut être pragmatique, là on va couper la poire en deux. Hein. Il change un fer en 2026 et puis il changera un autre fer en 2027. C'est pas bête, ah oui j'y ai pas pensé, c'est pas bête ça, oui. Bon bah ok, je lui ai dit ça et puis on fait comme ça. Bon, ça c'est bon. Donc j'ai une demande là, de l'exploitation de monsieur Galibier qui nous demande une dérogation par rapport aux dates de SMI. D'accord. Je sais plus où j'ai rangé ce dossier là. Oui, c'est ici, oui. Donc demande dérogation pour semis après 20h. Donc voilà, il nous a juste mis ça, hein, ce monsieur. On n'a pas d'étude d'impact ni quoi que ce soit par rapport
au bruit que pourrait engendrer le SMI après 20h. D'accord. C'est quand même, je sais pas, Sur un dossier, j'ai faut déjà se appelé les quoi. collectivités locales qui sont pas trop ok, D'accord. puisqu'il y a école le lendemain, parce que ça tombe un mercredi soir. Bon, Je suis pas sûr qu'il faut qu'on accepte. moi je pense qu'on leur laisse déjà 15 jours pour semer les maïs. En plus, voilà. enfin, Oui, non, mais c'est déjà pas mal. 15 Ouais, d'années écoutez. à l'avance, ça pourrait quand même se prévoir, quoi, je veux dire. Ouais. Non, mais on lui fera une réponse assez rapide, là, sous 3 mois, pour lui dire que c'est pas bon, et puis voilà. Oui. Très bien. Ok. Ça marche? Bon. La séance est finie, on fait un peu le bilan, là, on en est où sur l'année, là, de ce qu'on a accepté, autorisé, Ça, refusé? ça c'est ce qui est refusé, je Ouais. crois. Ouais, ça doit être ça. Ça, ce qui doit être Ah, quand même, tant que autorisé. Ah, bah, D'accord. Une? bah, en fait, une seule, ouais. Très bien. Ouais, Non, mais écoute, c'est là. Je pense que c'est bien parce que l'Europe, c'est vrai que quand on en met trop, ils sont pas bien contents. Ouais. Quand on en Ouais, met bah là, trop, là, on est sûr que ça passe. on risquait d'avoir des sanctions, donc c'est très très bien. Attention, il y a encore le mois de décembre quand Ouais, même. puis il y a quand même la commission régionale qui doit valider après Ouais, ce qu'on décide. Hein. Oui, non, mais je pense pas que ça évolue bien haut. C'est un bon chiffre. Hein. Il y a un an, t'es arrivé à 2 quoi. D'ailleurs, je pensais à l'avenir, on devrait peut-être inviter quelques professionnels à nos réunions pour avoir un peu plus de. Peut-être, Ouais, ouais, mais mais tu vas pas forcément utiliser le qui peut professionnel, s'apporter, quoi. quoi. Non, c'est autant que. Puis c'est plus ce qui reste comme professionnel. Non, Vaut non. mieux qu'il laboure avant 20h qu'il vienne chez nous. Ouais, pour non, c'est autant que. Ouais, ouais. Madame, Messieurs, chers collègues, bien évidemment, les petits films que vous venez de visionner ne sont que fiction et sont tout droit sortis de notre imagination. Nous avons spéculé sur ce que pourrait être l'agriculture de notre département sans nos organisations professionnelles agricoles, et en particulier sans notre syndicalisme jeune comme aîné. L'idée force que nous avons souhaité porter à votre attention est que nos OPA, en toute modestie et avec toutes leurs imperfections, ont été, sont et seront des piliers majeurs du développement de notre agriculture, de nos agriculteurs, dans l'ensemble des productions et des territoires. Nous savons, nous, peut-être JA encore plus que d'autres, critiquer et dénoncer les imperfections de nos organisations. Mais il nous appartient aussi, à toutes et à tous, de nous y impliquer pour les faire vivre et évoluer, afin qu'elles reflètent bien les idées et les préoccupations du terrain, afin aussi qu'elles demeurent encore plus au service de ceux et celles par qui elles ont été créées et pour qui elles ont été créées, à savoir nous, les agriculteurs. Car si une chose est bien primordiale, c'est bien de replacer l'humain au cœur des débats, pour que l'on ne perde plus d'actifs dans notre département. L'humain est une force qui, lorsqu'elle s'exprime au pluriel pour servir le collectif, tel que les témoignages de la première partie de cette vidéo le prouvent, permet d'arriver à de grandes choses. En cette veille de consultation professionnelle, chacun aura le choix de soutenir le syndicalisme ou bien de le désavouer. Quoi qu'il en découlera, chacun devra le faire en son âme et conscience et connaître les conséquences potentielles qui peuvent en découler. Nous remercions au passage Paul Billonnet, Michel Duvernois, Didier Giraud et Sandrine Meunier pour le temps qu'ils ont bien voulu nous consacrer au travers de ces interviews dans lesquelles ils ont relaté avec passion et talent leur vécu en termes d'organisation, de complémentarité, d'efficacité du monde agricole. Pour terminer mes propos, et parce que les fêtes de fin d'année arriveront avant le scrutin de la fin janvier, je tiens à vous présenter, au nom du conseil d'administration des jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite pour vous et pour vos proches pour cette nouvelle année qui s'annonce et qui sera, à n'en pas douter, un cru de qualité. Bonne fête de fin d'année à tous et bon vent.